Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. 20h12, soyez les bienvenus sur Europe 1. On accueille nos débatteurs, nos débatteuses même. C'est rare ça d'avoir deux femmes de la deuxième heure. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Ophélie Roch, professeure de français et chroniqueuse. Bonsoir, Ophélie. Et mon invité de 20h10, donc Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, merci d'être en direct sur Europe 1 ce soir. On souhaitait vous inviter parce qu'il y a pas mal d'actualités concernant Israël. Évidemment, ces heurts en Syrie, évidemment meurtriers, ayant visé la communauté druze locale. Vous nous expliquerez pourquoi Israël vient en aide à cette communauté, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Ici en France, c'est assez technique comme dossier. On va en parler avec vous. Mais je voulais tout d'abord vous faire réagir à cet appel aujourd'hui même, cet après-midi, de 25 pays, dont le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon. Ces États ont appelé à mettre fin immédiatement à la guerre dans la bande de Gaza. Dans leur communiqué, ils évoquent la souffrance des civils à Gaza qui a atteint de nouveaux sommets. Quelle est votre réponse ce soir, monsieur l'ambassadeur ? C'est une très bonne idée. Vous savez, il y a des propositions de paix, de cessez-le-feu, pas de paix, qui ont été mises sur la table à plusieurs occasions par les Américains, et Israël les a toutes acceptées, le Hamas les a toutes refusées. Alors, il faut faire pression sur le Hamas, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a une offre qui a été présentée par le négociateur, par l'envoyé spécial du président américain Witkoff, encore une fois, qui est encore en train d'être négociée. Encore une fois, Israël a accepté cette offre, et encore une fois, le Hamas a refusé d'accepter cette offre de cessez-le-feu. Il y a une chose à faire, et la guerre sera terminée immédiatement, c'est que le Hamas accepte de libérer nos otages. Ça sera terminé immédiatement. Et franchement, ils le comprennent, et pour eux, maintenir les otages, garder les otages chez eux, ne pas les libérer, et pour eux, une façon de garder une certaine importance. Oui, et une forme de pression et qui pousse peut-être aussi à la faute Israël. Est-ce que, à votre goût, vous estimez que l'Occident ne fait pas assez état justement de ces otages ? L'Occident ne fait pas du tout état du fait que c'est le Hamas qui repousse et qui rejette d'une façon régulière les offres de cessez-le-feu. Vous savez, il y a des déclarations qui ont été faites dernièrement, comme quoi il y avait une militarisation de l'assistance humanitaire. Oui. Et ça, c'est tout à fait par Israël. Ce qui est tout à fait inacceptable. Parce que Israël a mis en place un mécanisme pour faire une distribution de l'assistance humanitaire directement vers les Gazaouis, et ensuite, à part cela, permet l'entrée de milliers de camions d'assistance humanitaire par le biais des différentes organisations onusiennes, mais c'est le Hamas qui combat cela parce qu'il fait faillite. Justement, monsieur l'ambassadeur, la déclaration de ces 25 États aujourd'hui qui demandent la fin de la guerre pointe du doigt l'organisation de l'aide humanitaire fournie par Israël, vous nous en parlez, et les États-Unis aux populations, et ces distributions sont, selon le Hamas, le théâtre de scènes de chaos. Le Hamas qui accuse Israël de tirer délibérément sur des civils. Que se passe-t-il vraiment autour de ces aides ? Ce qu'il se passe, c'est que le Hamas combat la distribution directe par Israël vers les civils de cette assistance humanitaire, parce que c'est sa seule façon de s'enrichir. En 2024, le Hamas est enrichi plus qu'il l'était avant la guerre. Mais cette aide est détournée, clairement. Elle était détournée et revendue aux Gazaouis, mais seulement à ceux qui avaient l'argent pour l'acheter. Ceux qui n'avaient pas l'argent pour l'acheter ne recevaient rien. Et donc, ce qu'a fait le Hamas, c'est ce que fait maintenant le Hamas, une fois qu'on a contourné et on l'a empêché de s'enrichir, il fait pression en inventant des théories comme quoi Israël empêcherait la distribution de l'assistance humanitaire aux Gazaouis. Et ce qui est triste vraiment, c'est que ce narratif, cette propagande du Hamas est adopté par certains dirigeants, par certains ministres, notamment l'ONU aussi. Et l'ONU, disons, on n'a jamais eu confiance en l'ONU. L'ONU est une organisation corrompue. Franchement, UNRWA a participé à l'UNRWA, pas en tant qu'organisation, mais les employés de l'UNRWA ont participé au 7 octobre, et l'UNRWA n'a pas encore eu le courage de dire « nous nous sommes trompés, nous devons être réformés ».
Alors l'ONU est une organisation avec qui nous n'avons aucune confiance. Comment vous expliquez justement qu'il y ait aussi peu cette confiance justement j'imagine que vous le déplorez, vous venez de le dire, mais comment vous l'expliquez-vous? Vous savez, l'ONU était une organisation, bon d'abord, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette critique envers l'ONU. Si je me trompe, le général de Gaulle avait appelé ça ce machin ou cette chose. Ça fait bien longtemps, le machin. Oui, ça fait longtemps, mais ça n'a pas changé malheureusement. L'ONU est une organisation dans laquelle, quand elle a été créée, c'était une organisation des pays démocratiques. Aujourd'hui, la plus grande partie des pays qui sont représentés à l'ONU ne sont pas des pays démocratiques, sont des pays totalitaires, et donc le choix des dirigeants est le choix qui est. Je me souviens que l'Iran avait présidé, je crois, un forum sur les droits de l'homme à l'ONU, ce qui était assez curieux. Oui, il avait présidé mais l'ONU avait, quand Raïssi, la personne qui était personnellement responsable pour l'assassinat de 30 000, si je me trompe, 30 000 Iraniens, quand il est décédé dans un accident d'hélicoptère, l'ONU a décidé de lui faire un honneur et de faire un jour ou une minute de silence dans le cadre de l'Assemblée, ce qui est inadmissible, c'est incroyable. Ça n'a pas été fait pour d'autres leaders, d'autres présidents qui ont décédé. Donc c'est totalement inacceptable. C'est une organisation qui a perdu sa crédibilité. Il y a beaucoup d'instrumentalisation et évidemment, on parlait de l'aide humanitaire. Il ne vous a pas échappé qu'une deuxième flottille en France, de nos députés toujours promptes effectivement à ce type d'opération de communication, de députés de la France Insoumise, après Rima Hassan et Greta Thunberg. Une deuxième flottille part, je crois, cette semaine. Quelle est votre réaction C'est un nouvel épisode de La Croisière s'amuse. Ils étaient jaloux, simplement. Elle voulait aussi faire le même genre de publicité, se filmer en train de bronzer sur la mer Méditerranée, en disant qu'ils amènent, soi-disant, 250 paquets de farine ou je ne sais pas quoi. C'est ridicule. C'est des gens qui se moquent entièrement de ce qui se passe à Gaza, des Gazaouis. Pour eux, c'est une opération de communication. Une opération de communication, pas plus. Alors, je voulais vous faire réagir, je vous le disais, évidemment, à ces événements qui se passent en Syrie, des violences meurtrières qui visent la communauté druze locale. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes près de Soueida, dans le sud de la Syrie, des frappes ciblées en soutien à la communauté druze, c'est bien ça? Oui, effectivement. Vous savez, ce qui se passe en Syrie est une tragédie, une énorme tragédie. Et il y a une indifférence que je ne peux pas expliquer ou je ne peux pas comprendre de la part de certains pays occidentaux. La Syrie est un pays important qui avait été créé comme un mélange de minorités qui vivaient bien ensemble. Et il y a eu une déstabilisation de cela, après, le printemps arabe, et par l'entrée de l'Iran dans ce pays et l'influence néfaste que l'Iran avait. Et depuis, tout tombe en morceaux. Et donc, ce qui se passe et ce qu'il s'est passé en Syrie, à Soueida, nous rappelle le 7 octobre. C'est des islamistes. Vous pouvez nous rappeler justement aux auditeurs ce qui s'est passé? Justement, des islamistes, des milliers d'islamistes qui sont rentrés et qui ont massacré 1100, si je ne me trompe, druzes, des familles entières, et des personnes âgées dont ils ont rasé la barbe avant de les assassiner et de les exécuter. Ils ont forcé des jeunes personnes de sauter de bâtiments. On a vu ces images très choquantes sur les réseaux sociaux. Et la communauté internationale débattait si on va seulement condamner ou bien qu'on va condamner fermement. Oui. Mais ne faisant rien. Exactement comme quand il s'est passé la même chose dans le Nord, et quand les Alaouites et les chrétiens ont été massacrés, là aussi, la question, est-ce qu'on va condamner ou on va condamner fermement les actions des milices de Hachara? Pour nous, c'est inacceptable. Les Druzes sont un peuple qui ont lié leur destin au nôtre. C'est une population, c'est une communauté qui a décidé de vivre avec nous et de lier leur destin au destin du peuple d'Israël. Qui a combattu aux côtés d'Israël. Qui a combattu, que continue de combattre à nos côtés. Et donc, nous sommes obligés de les défendre. Parce que personne d'autre ne le fait.
Gabriel Cluzel, vous voulez intervenir? Comment expliquer cette inertie côté occidental et côté français en particulier, comme s'ils voulaient absolument croire à tous leurs rêves sur Al-Joulani? Comment expliquez-vous cela? Est-ce que c'est des raisons intérieures, extérieures? Je pense qu'il y a un mélange de raisons internes, intérieures, peut-être à cause de craintes de ce qui pourrait se passer ici, dans certaines rues, et de l'autre côté, d'une politique qui espère créer une certaine stabilité au Moyen-Orient, en acceptant, en apaisant, comme on a pu négocier en d'autres temps avec les talibans, les États-Unis, une forme de réel politique. Une forme de réel politique qui franchement, ne mène à rien. On voit ce qui se passait avec le Taliban. En fin de compte, ils sont rentrés en Afghanistan. Aujourd'hui, les femmes en Afghanistan n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Les jeunes filles n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Alors donc, ce qui est inacceptable, c'est que les pays qui sont soi-disant les champions des droits de l'homme, quand on parle du Moyen-Orient, quand on parle des peuples qui vivent dans le Moyen-Orient, tant que c'est pas lié à Israël, ils peuvent s'entretuer. Il peut y avoir des milliers, des centaines de milliers de morts. Bon, c'est pas notre problème. C'est ces indigènes qui vivent au Moyen-Orient. Non, on peut pas accepter cela. Non. Ophélie Roch, vous vouliez réagir? Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas l'impression qu'Israël a un peu perdu la guerre informationnelle, et comment vous pouvez l'expliquer? Parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays, on a le sentiment qu'il y a, en effet, que les Occidentaux ne suivent plus Israël en partie, en fait. Et comment les Israéliens aussi le ressentent sur place, cette espèce de désamour? Comment on le ressent, c'est très difficile. Ouais. Ce n'est pas facile quand on voit des déclarations qui sont faites, en parlant de la France, sortant de la France, mais en parlant d'autres pays, des fois, des déclarations qui sont très difficiles envers nous, et qui ne voient pas la réalité dans laquelle nous vivons. Le fait est que nous avons été attaqués de la façon la plus brutale, la plus génocidaire, la plus barbare possible, et depuis, on essaye de libérer nos otages. Et c'est quelque chose que aucun pays, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, avec les États-Unis, nous avons de très bonnes relations, un très bon dialogue, mais que ce soit l'Angleterre ou d'autres, n'auraient pu accepter. Mais il y a, je pense, quelque chose de plus profond, et c'est les changements qui ont lieu dans certains pays européens, sociétaires, je veux dire. Et donc, je pense que les gouvernements réagissent en craignant de ce qu'il pourrait y avoir. Oui, en ayant peur de craignent la rue arabe qui est la rue française, en fait. C'est vous qui le dites. Justement, monsieur l'ambassadeur, ça se répercute malheureusement en France. On le voit avec l'explosion de la montée et l'explosion même de l'antisémitisme. Vous avez vu ce chanteur, évidemment, israélien, Amir, qui a été même boycotté. Alors, on l'a entendu. D'ailleurs, je crois qu'on va écouter le chanteur si on a le son aux Francopholies. Écoutez ce qu'il dit, c'est assez intéressant. C'est vrai que depuis quelques jours que je découvre que l'amour, parfois, ça peut diviser. Et pourtant, moi, j'ai pas cessé d'aimer. Je respecte ceux qui s'opposent à moi. Pour pouvoir progresser vers la paix, pour pouvoir avancer, il faut savoir s'écouter. Pour pouvoir progresser vers la paix, il faut savoir dialoguer. Parce que le dialogue, c'est nettement préférable aux anathèmes et au boycott. Voilà, le chanteur donc franco-israélien qui s'exprimait après son boycott. Et alors, ce qui est intéressant, mais on l'a pas entendu dans ce son, c'est qu'il dit aussi sur scène, après avoir reçu beaucoup de soutien du public, que cette minorité des réseaux sociaux, fort heureusement, c'était pas celle qui était présente dans la salle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation en France, justement. On parlait d'LFI. Quelle est votre vision? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle en tant qu'ambassadeur, que vous regardez avec inquiétude? Oui, tout à fait. Ça m'inquiète énormément en tant qu'ambassadeur pour les relations bilatérales entre la France et Israël, et aussi pour le futur de la communauté juive en France, qui est quelque chose qui, bien sûr, est important pour l'État d'Israël, l'État juif, oui. Et ensuite aussi pour la stabilité de la France, qui est un pays ami. Très important. La stabilité de la France est très importante aussi pour Israël en tant que tel. Oui, c'est inquiétant. Ce qui se passe, d'abord, parlons d'Amir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui. C'est vraiment qui a toujours appelé à la paix. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui justement fait toujours très attention à ce qu'il dit, essaye toujours d'embrasser les autres, de les garder auprès de lui. Oui, qui a été très meurtri d'ailleurs par oui, et donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on ne peut que dire chapeau.
Mais disons, cet antisémitisme qui est instrumentalisé, c'est pas l'antisémitisme qui est instrumentalisé comme tel, c'est surtout le conflit israélo-palestinien qui est instrumentalisé de la façon la plus cynique par certains partis politiques français et d'autres dans différents pays. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, quand vous entendez Yonatan Arfi dire il faut cacher qu'on est juif, on ne peut plus mettre une kippa, on ne peut plus avoir ne serait-ce qu'un petit signe discret qui montre l'appartenance à la religion, vous réagissez comment? Il faut être fier d'être juif. Vous savez, la contribution du peuple juif à l'humanité est une contribution énorme. Depuis la naissance de ce peuple jusqu'à présent, on a le droit et on doit être fier d'être juif. Et nous sommes dans une situation de conflit un conflit terrible, surtout avec un acteur iranien qui réussit à manigancer, à faire en sorte que, disons, le théâtre régional du Moyen-Orient est un endroit terrible et qui est aussi financé par le pompier pyromane qatari, qui justement finance aussi énormément des informations ou de campagnes de désinformation contre Israël. Il faut combattre et être fier d'être ce que nous sommes. Merci beaucoup, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, d'être passé par le studio d'Europe 1. Merci à vous.